Depuis 100 ans sur le marché action, on a des corrections et tous les 15 ans, on est toujours plus haut. Depuis 10 ans sur le Bitcoin, on a des corrections et tous les 2-3 ans, on est toujours plus haut. Si on pense que ça va s'arrêter, qu'on est en train de changer de monde, de changer d'un monde globalisé à un monde bipolaire, d'un monde d'ultra-liquidité à un monde d'assèchement total, on va creuser un bunker, on achète des boîtes de conserve avec des ananas. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors voilà, je suis de retour avec deux grands experts crypto sur la Martingale, Grégory, Nicolas. Grégory Aymon, Nicolas Chéron. Alors il y a tellement de choses qui ont changé dans vos vies. Il y a des vidéos, donc ceux qui regardent pourront voir que les deux sont au bout de leur vie. Il n'y a pas que des raisons de marché, mais ça se joue quand même un petit peu. Donc je crois que Grégory, t'as ton associé qui s'est barré en Amérique du Sud. Oui, il a pris tout l'argent, il s'est tiré, c'est ça? Exactement, un gros exit cap. Le grand classique, on la connaît celle-là. Écoute, très bien. Puis toi, tu me disais, Nicolas, que tu avais passé ta nuit à regarder le Nasdaq dégueuler, c'est ça? Effectivement, et puis à répondre aux messages de lecteurs qui sont un petit peu apeurés par la situation actuelle. C'est un sujet, ça aussi. On pourrait commencer là-dessus, mais bon, on est en gros contexte. Je vous ai un peu appelé en urgence parce qu'il fallait qu'on débriefe, parce que en fait, c'est vrai qu'on s'est vu sur des marchés bull quand même, en particulier sur des cryptos. Donc bull market, ceux qui écoutent la Martingale commencent à comprendre. Bull on monte, bear on descend, sur une sorte de plutôt long terme dans les deux sens. Ok, vous me dites si je dis des conneries. Et donc là, on arrive quand même dans une phase assez sérieusement descendante, mais je suis avec attention les comptes de mes deux invités du jour, et en particulier Nicolas sur Twitter, qui avec une grande analyse montrait que c'était peut-être juste une petite correction et puis que ça allait repartir en boule long terme. Dans combien d'années? J'aimerais. Donc l'idée, c'est un peu d'analyser cette situation, comparer aussi aux situations de bourse, peut-être plus long terme, prendre un peu de recul, et aussi pourquoi pas être aussi complètement dans le feu de l'action, parce qu'il faut pas que prendre du recul. Et voilà. Mais du coup, d'un point de vue, comment je pourrais dire, influenceur ou enfin, on est tous les trois d'ailleurs assez actifs sur les réseaux sociaux, chacun les siens ou différents, sur différents médias, des newsletters. Donc pour toi, Grégory, The Big Well, parce que c'est ce que je disais, beaucoup de choses ont changé. Toi, tu es plus aujourd'hui chez Prisma. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. C'est ça, oui, j'ai cofondé The Big Well, qui est le média indispensable pour comprendre le secteur Web3. Je l'ai cofondé avec Raphaël Bloch, qui vient de l'Express, et Dimitri Granger. Très bien. Il y avait un petit move un moment, mon pote Pierre Chose, tu connais Pierre Chose de loin? Bien sûr, ouais. Qui me dit mais qu'est-ce qu'ils font là tous ces gars là, ils sont tous barrés, ils mijotent un truc. Il y a des baleines partout. Ouais, c'est clair. Et voilà, mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est bon, moi je prends toujours le recul nécessaire, j'essaye en tout cas de dire attendez les gars, vous écoutez la Martingale, moi je vous donne des clés, des outils, mais je fais pas de reco. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de, alors je vois beaucoup sur TikTok, mais à certains endroits où c'est si tu achètes ces cryptos, tu vas faire x4 en 4 secondes. On vous reproche pas, ou des gens qui vous comprennent mal les messages que vous voulez dire à vous, qui vous disent attends, tu m'avais dit que sur les cryptos et sur la bourse aujourd'hui. En tout cas, chez The Big Well, nous, on fait pas de conseil en investissement, donc on n'a pas ce problème-là. Mais ce qui était intéressant de souligner là, c'est que juste avant que tout s'écroule, parce qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais il y a un stablecoin qui s'est complètement effondré la semaine dernière, et quelques jours avant, je crois que c'était même la semaine précédente, dans The Big Well, on faisait un panorama complet de tous les stablecoins du marché, et on ciblait bien l'UST, donc le stablecoin qui a posé un problème par la suite. On ciblait bien le fait que
ce produit était très fragile et qu'il fallait faire très très attention à son exposition. Donc au final, nos lecteurs nous ont plutôt remerciés. Alors tu me vois étonné parce que un stablecoin, ça veut dire une monnaie stable. Donc quand ça s'effondre, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Normalement, ça pourrait plonger si la monnaie. Souvent, les stablecoins sont adossés à une monnaie, le dollar, l'euro. Donc si la monnaie s'effondre, tu te dis le stablecoin s'effondre. Jusque là, logique. Mais si la promesse du stablecoin, c'est de dire que si l'euro s'effondre pas, ton stablecoin s'effondre pas, il reste au même niveau, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Mais là, la particularité de ce stablecoin, c'est que c'était un stablecoin algorithmique. Les stablecoins classiques, c'est quand on a un stablecoin émis sur la blockchain, ça veut dire qu'on a $1 ou €1 sur un compte en banque. Là, en fait, ça reposait sur rien. Il n'y avait pas de réserve. C'était un mécanisme d'arbitrage entre le token natif de la blockchain Luna, de la blockchain Terra, pardon, et le token s'appelait Luna, et on devait en brûler ou en créer en fonction de la demande pour le stablecoin UST. Et en fait, la machine s'est grippée à un moment, l'UST a perdu totalement sa parité avec le dollar, et il y a 50 milliards de capitalisation qui se sont évaporés en quelques jours. Et ça a posé plein de problèmes, on en parlera certainement par la suite. Si vous n'avez pas compris, c'est normal et c'est pour ça que... J'allais le dire. C'est pour ça que c'est pas grave. Et c'est pour ça que justement, faut fuir un peu certains où vous comprenez plus parce que tu vois, quand on te dit il y a €1 pour ou $1 pour un coin ou quelque chose comme ça, là c'est facile, tu comprends et voilà. Dans les choses que tu comprends pas, n'y va pas trop. C'est aussi une des logiques un peu qu'il faut, quoi, je pense. C'est ça. Mais voilà, des stablecoins, il y en a de tous les genres et vraiment... Ils sont intégrés dans beaucoup de produits d'investissement qui proposent du rendement, donc il faut faire très attention à regarder quels sont les stablecoins utilisés. Et voilà, dans The Big Well, on vous en parle assez souvent. Ok. Ton côté, toi, Nicolas, parce que la question que pour la reformuler aussi, c'est que tu n'es pas conseiller d'investissement, mais d'autant pourrait considérer que ce qui a été dit dans tel épisode, tel tweet, tel newsletter ou tel machin, ils ont lu ce truc-là, ils se sont dit attends, je vais y aller à donf, et puis ils ont tout perdu et c'est pas l'idée, quoi. C'est vrai qu'avec Grégory, et contrairement à d'autres personnes, tu parlais notamment des réseaux Snapchat, TikTok et autres, on utilise des disclaimers de partout. Moi, j'ai un disclaimer sur mon Twitter, j'ai un disclaimer sur chacune de mes émissions. Je répète que l'investissement boursier est risqué. Je continue de répéter que le cadre global est dégradé. Alors après, les réactions sont différentes fonction des investisseurs. Tu as des investisseurs qui ont 10 ans, 15 ans de bouteille, qui ne bronchent pas. Et par contre, tu as tous les nouveaux entrants des 2 dernières années qui comprennent que la bourse ne fait pas que monter. Voilà. Tu as les investisseurs en DCA, le fameux dollar cost average dont tu parles souvent, qui achètent tous les mois régulièrement sans se poser de questions. Et alors, eux sont plutôt contents, en théorie, puisque quand on fait du DCA et qu'on veut acheter des actions, si les actions baissent et que ça permet d'en acheter moins cher, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même quelques débutants qui disent est-ce qu'il faut que j'arrête mon DCA maintenant ? Oui, alors non, surtout pas. Surtout pas. En tout cas, d'ailleurs, c'est pas un conseil qu'on donne là, mais si tu te mets dans une strate de DCA, normalement, c'est quand ça descend que tu vas moyenner à la baisse ton achat. En fait, c'est ça, c'est lisser tes entrées dans le temps. J'aime pas l'expression moyenner à la baisse, c'est tout simplement lisser les entrées dans le temps et faire augmenter son capital avec le temps puisqu'on va déposer de l'argent tous les mois. Et concernant les cryptos, j'ai toujours préconisé, on va dire, plus le DCA qu'autre chose, puisque, comme je l'avais déjà dit sur certains épisodes, 90% des traders particuliers en France perdent, alors que 90% des investisseurs de long terme gagnent. C'est la même chose sur les actions, c'est la même chose sur les cryptos. Tu l'as dit dans les précédents épisodes. Et ça, c'est très important. Et tous ceux qui font du levier, tous ceux qui essayent de deviner où le Bitcoin sera demain ou bien le Nasdaq, beaucoup se sont cramés. Je vais vous faire une confidence, c'est que j'ai arrêté mon DCA sur les cryptos, mais j'ai une bonne excuse et il va falloir que je le reprenne, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ma femme a appelé mon banquier pour lui dire il se passe un truc là, il y a un truc anormal sur mon compte en banque, ce truc là, Coinbase Irlande qui prélève machin, etc. Et je m'étais planté de compte, j'avais pas mis mon compte, j'ai des trucs automatiques à un Dashlane, donc les choix de carte bancaire, je fais 1, 2, 3, j'avais mis 2 au lieu de mettre 1, et puis en fait du coup mes cryptos étaient achetés sur mon compte commun. Et ma femme était pas du tout contente. Ça c'est du DCA, ça c'est très bien. Ouais, bizarrement, tu vois. Et puis en plus que je pouvais pas le défendre en disant non mais regarde tout ce qu'on a gagné.
parce que bon, évidemment, j'étais en train de me saigner big time, donc du coup, j'ai dû couper pas mes positions. J'ai toujours évidemment les cryptos, mais j'ai arrêté d'acheter. Mais je vais rattraper le prochain mois, et en l'occurrence, j'ai refait un achat un peu plus gros du coup. C'est un DCA avec perte partagée. C'est ça. Donc il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a ceux qui se sont mis au DCA depuis 1 an ou 2 ans et qui au final n'ont pas mis tant d'argent que cela dans les marchés, que ce soit sur les cryptos ou les actions, puisqu'ils font des versements mensuels, et ils peuvent se dire que la baisse sera une opportunité et que à long terme ils s'en sortiront gagnants, puisqu'encore une fois il faut voir à long terme. Après, pour des investisseurs un peu plus moyen long terme, depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, beaucoup sont sortis. Beaucoup ont fait pause, ont allégé, ont créé une poche de cash et se sont dit on est dans des marchés désormais qui sont un peu plus dangereux. Donc ce qui explique la baisse, du coup. Ce qui explique en partie la baisse. Ok. Et après, au quotidien, puisque tu posais la question de savoir comment les lecteurs s'en sortent, je dirais que ceux qui souhaitent faire du court terme doivent avoir conscience, et je le répète au quotidien, qu'on est dans un marché extrême et que si on veut se battre en quelque sorte contre ce marché, il faut le faire avec des règles prudentielles de levier, de stop, de protection, de gestion du risque extrême. Si on est totalement newbie, on regarde le spectacle. Ok. Très clairement. Et si on veut l'analyser un peu, ce spectacle, je veux dire, on comprend plein de choses. Alors, il y a des histoires de matières premières, de blé, de pétrole, de pénurie, de produits électroniques. On me disait par exemple, je sais pas moi, une boîte dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle Tikino, qui fait des trucs pour les enfants super. Et ils avaient des problèmes de batterie. Bah non, je l'ai pas reçu. Ils avaient des problèmes de batterie parce que le transport des batteries était fait par les Russes, tu vois. Enfin, c'était même pas les batteries, tu vois. C'était vraiment des trucs très très spécifiques. Donc tu vois des choses très concrètes. Là-dessus, tu te dis ok, ça je comprends, les voitures, les pièces détachées, etc., etc. Et puis il y a des mouvements qui sont moins rationnels. Et puis il y a aussi en parallèle les cryptos. Moi, ma question que je me pose tous les jours, c'est bon, finalement, en effet, McDo qui ferme 300, 800, 500 restaurants, je sais pas, en Russie, Société Générale qui vend un truc, Renault qui doit, etc. Évidemment, ça fait mal, quoi, parce que c'est des investissements qu'ils ont fait, ça part à la casse, voilà. Mais il reste des assets, il reste des choses, on aura toujours besoin de voitures. Bon, il va y avoir quand même des tendances à long terme qui, voilà. Sur les cryptos, une des questions que je me pose, et vous pouvez me répondre sur les 2 points, mais sur les cryptos, une des questions que je me pose, c'est est-ce que j'ai pas envie d'y croire, et voilà, mais est-ce que c'est pas, tu vois, on est parti dans un délire complet, 60 000 $ le Bitcoin, on revient sur un truc plus modéré. Est-ce que ça reviendra un jour à 60 000, alors qu'à un moment nous on se disait, ou moi je me disais, ça partira à 400 ou 600, enfin voilà, et évidemment on est un peu fébrile, quoi, et il n'y a pas de ce qu'on va appeler de sous-jacent sur au moins sur le Bitcoin, c'est-à-dire il y a pas d'assets, il reste pas des usines, on construit pas du blé, de la nourriture, enfin voilà, donc heureusement c'était pas juste du vent en fait, quoi. Si je puis me permettre, le Bitcoin n'a pas du tout perdu ses fondamentaux. C'est toujours un système de paiement décentralisé et qui ne fournira que 21 millions d'unités au maximum. Ça n'a pas changé, c'est juste la perception des gens qui a changé par rapport au prix. Mais au final, on est quand même au moins 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Hein. Donc certes, il faut faire attention aux périodes d'euphorie, mais il ne faut pas non plus être complètement défaitiste quand on est à 30 000. Il faut quand même considérer qu'un Bitcoin vaut 30 000 $. Moi, j'aurais signé tout de suite il y a 6 ou 7 ans si on m'avait dit ça. Donc voilà, prenons du recul. Très bien. Nicolas ? Oui, complètement. Je suis d'accord avec Grégory. On l'avait dit dans l'épisode précédent. En fait, dans la détermination du prix d'un actif, c'est les fondamentaux. Or, dans les cryptos, on est encore dans une espèce de croyance, puisqu'on est dans l'espoir qu'effectivement, il y ait des applications, des développements, et que la part des crypto-monnaies dans notre vie au quotidien augmente fortement dans les années à venir. Et c'est un pari que font aussi les GAFA, les grandes valeurs technologiques américaines. Donc, rien n'a changé là-dessus. Simplement, on avait vu aussi que la part de fondamentaux a son importance, mais ensuite il y a la part de sentiment, le sentiment du risque. Le sentiment du risque est positif, les actifs risqués vont monter, les indices vont monter, les valeurs technologiques vont monter, les cryptos vont monter. Le sentiment devient négatif, eh bien toutes ces mêmes classes d'actifs vont baisser. Et lorsque nous sommes dans un marché baissier, eh bien il va y avoir une sorte de corrélation qui va se renforcer entre tous les actifs risqués. Que ce soit du Nasdaq, du Apple ou du Bitcoin. Les gens ont peur, il faut faire du cash, je vais balancer des actifs risqués puisque ce sont les plus corrélés au risque et donc les plus susceptibles de baisser si la baisse doit continuer.
Puis Il y en a même qui montent en parallèle? tu as le pétrole L'or, qui toujours tire à la hausse, Pas l'or trop, qui est l'or, hein. stable Ouais. depuis le début de l'année, Ouais. et tu as le dollar et les taux d'intérêt en fait qui explosent. Et en ce moment, en fait, la grosse bascule qui est en train de se passer, c'est hausse forte des taux d'intérêt égale marché obligataire qui devient attractif puisque les opérateurs se disent qu'ils vont pouvoir placer sur des obligations d'État à long terme avec un rendement relativement élevé, 3% aux États-Unis, alors que sur le marché action, c'est extrêmement volatile et ça fait peur. Alors, quand on parle de marché obligataire, c'est souvent un peu virtuel. C'est-à-dire qu'évidemment, je comprends, les obligations sont des prêts, finalement, versus les actions. Les actions, c'est très réel. C'est-à-dire, j'achète du Tesla, je suis sur peu importe ma plateforme, et puis voilà. Sur de l'obligataire, moi, comment je fais? Je peux acheter de l'obligation? Toi, Moi, j'en personnellement, ai c'est un acheté. peu compliqué, mais Ouais. en fait, c'est dans le cadre de l'assurance vie. On ce peut genre le de faire choses, dans le quoi. cadre de l'assurance vie, on peut le faire via des ETF et on peut donc profiter en quelque sorte de ce mouvement-là. Après, le marché obligataire est quand même un marché extrêmement spécifique sur lequel les particuliers vont peu. Ok. Et est-ce que il y a là-dessus, je réfléchis parce que moi j'ai fait des obligations, mais sur sur du venture, enfin des trucs un peu plus privés dans lesquels tu vas avoir notamment des startups qui vont émettre des obligations. Avec des Ça, c'est rendements assez- relativement élevés. Ouais, c'est assez magique ça, mais c'est assez risqué aussi d'ailleurs. C'est risqué. Et ouais. Mais en fait, j'aimerais, je pense que je suis prêt là, revenir sur l'explication du pourquoi cette chute. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Et je voudrais juste te poser une question là-dessus, Oui. qui est moi mon interrogation. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je crois toujours à fond aux crypto en soi, dans l'absolu, et je crois que dans chaque épisode, plus ou moins qu'on a fait, moi ça fait assez longtemps, on était assez conscient qu'il y avait une forme de bulle et que moi ça fait des mois, je suis pas, je me définis pas comme oracle en disant ça. Je dis juste que les NFT, je sais, puisque ça c'est en train d'arriver aujourd'hui, de mes potes qui disent t'es vraiment un connard, vas-y, tu vois, je te l'avais dit, j'y ai jamais cru, tu vois, etc. Et je dis mais en fait moi je te disais déjà que ça allait se passer ça, tu y as jamais cru, mais moi rendez-vous dans 5 ans en fait, tu vois, et tu verras qu'en fait il y a plein de choses sur le Web3 qui vont se passer, parce que juste c'est le sens de l'histoire, il y a de la souveraineté, on va pas revenir sur tout ça. Donc il y a eu cette micro-bulle qui s'est fissurée. Et en parallèle, il y a des choses réelles. Enfin, je veux dire, la guerre en Ukraine, notamment, ou l'opération spéciale, selon. Et du coup, et tout ce qui en découle, c'est ça. Est-ce que les deux sont augmentés l'un l'autre? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes? Est-ce que Je pense qu'on peut parler des taux aussi. Attends, Ouais. le tableau. Allons-y. Je suis Allons-y. prêt, je suis Allez, prêt. il est prêt. Nicolas Chéron. 2020, on a Monologue. une crise majeure, la crise du Covid. Le monde s'arrête. À partir de 2020, à partir de mars 2020, on est dans l'interventionnisme le plus important de toute l'histoire de la planète finance. On a des États et des banques centrales qui ont injecté plus de 10 000 milliards de dollars dans un monde où le PIB mondial est de 100 000 milliards de dollars et où la capitalisation boursière mondiale pendant le Covid était revenue autour de 70-80 milliards. Quoi qu'il en coûte. Donc, 2 000 milliards sur 100 000 milliards. donc c'est ça plus de 10 000 milliards. 10 000 milliards sur... Oui, oui. Ok, donc 10%. Donc Ok. on a injecté à fond et on a tout boosté. On a boosté les prix de l'immobilier, les prix des actions, les prix des cryptos. On a engendré une ultra liquidité qui a soutenu ces fameux actifs risqués dont je parlais, qui sont ceux qu'on achète quand il y a du soutien de la liquidité et qu'on est positif pour la suite. Donc Stéroïdes. 2020-21, une croissance reboostée, des chiffres de reprise de partout, post-Covid, ça explose tellement même qu'on n'arrive plus à acheter certaines choses à travers le monde et on arrive en début 2022 en se disant « Ah, ça va un peu coincer en 2022 » parce qu'après 2 années exceptionnelles en 2020-21, on s'attend déjà à un ralentissement économique. Donc on savait déjà que cette machine économique qui avait été reboostée aux stéroïdes allait non pas juste décélérer, mais fortement appuyer sur le frein. On le savait. Depuis le début, le milieu de l'année 2021, on savait aussi qu'à terme, la Banque centrale américaine, qui avait été en soutien comme ça pendant des années, allait devoir se retirer.
Donc c'est un peu comme si on avait un avion en papier qu'on avait fait voler avec un ventilateur derrière et qu'on arrêtait le ventilateur et qu'on se disait combien de temps l'avion en papier va-t-il pouvoir voler ? Parce que quand on prend la corrélation de l'ensemble des cryptos, de l'ensemble du marché et des bilans des banques centrales, eh bien les trois sont des copies conformes. Liquidité égale hausse des actifs risqués, retrait des liquidités égale baisse des actifs risqués. Donc on savait déjà début 2022 que 2022 serait une année de ralentissement économique et de retrait des liquidités qui devrait donc entraîner une contraction sur le marché actions, sur le marché des cryptos. Et donc, on savait déjà qu'on aurait une correction majeure. Mais à cela, se sont ajoutés des facteurs qui ont accentué la crise. L'inflation est devenue incontrôlable. Elle était déjà en augmentation très forte avant la guerre en Ukraine, et la guerre en Ukraine est venue faire exploser les matières premières agricoles, exploser le pétrole et exploser l'inflation. Et comme on n'avait pas déjà tout vu en 2021 et que 2021 était déjà une bonne année difficile et que 2022 on voulait que ce soit vraiment hardcore, en parallèle t'as la Chine qui se ferme avec sa politique zéro Covid. Et donc, on se retrouve avec des millions des dizaines de milliers de porte-conteneurs enfermés autour de la Chine qui ne peuvent pas livrer, des gens qui sont coincés et donc des prix qui s'envolent. Donc, on a des prix qui s'envolent sur les matières premières à cause d'une guerre et de tensions géopolitiques et on a des prix qui s'envolent parce qu'on ne peut pas livrer des choses aux quatre coins de la planète parce qu'il y a certains endroits où c'est grippé. Donc, on savait qu'en 2022, on aurait une correction. Et à ce phénomène de correction, on est en train d'ajouter des facteurs historiques extrêmement puissants et baissiers, ce qui fait basculer le marché d'un marché, on peut dire, d'un marché de correction, de respiration à l'intérieur d'un marché haussier, à peut-être un marché qui est en train de passer de haussier à baissier pour une période de temps donnée. Voilà. Qu'on connaît pas, évidemment, mais qu'on ne connaît pas, mais tu le rappelais justement, si on y croit, si on croit dans le fait que Apple sera toujours une belle entreprise dans 10 ans, qu'Amazon sera toujours un leader, que le Bitcoin sera toujours là, ces périodes baissières vont permettre aux investisseurs de pouvoir se placer pour les années suivantes. Donc, mauvaise nouvelle à court terme, le cadre est complexe. Mais pour celui qui veut se former, c'est aussi le cadre parfait pour bien se former, bien comprendre. Et en ce moment, je dis voilà, si vous apprenez à lire et à intervenir un petit peu dans les marchés en ce moment avec parcimonie, sans prendre trop de risques, c'est un peu comme si vous appreniez à conduire à Mexico. Si tu sais conduire à Mexico, tu sauras conduire sur la planète entière. Si tu apprends à décrypter, à comprendre, à intervenir dans un marché complexe, ce qu'il est actuellement, tu auras beaucoup plus de chances de performer dans un marché un peu plus calme ultérieurement. Oui, parce que conduire à Dubaï, c'est plus facile que Mexico. Et très clair, pour reformuler sur le marché et les taux d'intérêt, si j'ai des taux d'intérêt très bas, en gros, on va me prêter de l'argent pour 0,5 ou 1%. En gros, quand tu dis derrière, tu vas prendre des risques parce qu'en fait, tu sais que si on te prête pour 0,5 et que derrière, tu peux gagner à 8 ou 10%, bah en fait, tu t'empruntes à fond et tu places. Et généralement, quand les taux remontent, les risques baissent aussi en face. Donc, tu vas être emprunté à 3, 4. Et puis, en fait, en face, tu vas que pouvoir gagner à 5 ou 6. Donc, ça vaut plus vraiment le coup. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Là, on est en fait à un rendement moyen des dividendes de 1,5% sur le S&P 500 et de 3% sur le marché obligataire. Est-ce que tu préfères acheter des obligations d'État américaines safe à 3% ou est-ce que tu as envie d'aller te frotter au marché actions ultra fébrile en ce moment ? La question est vite répondue. Et est-ce que si, à vous deux, donc ça, là, on parle finalement un peu plus de l'économie réelle, là. Si je veux, alors qui est lié, hein, mais est-ce qu'on aurait pu penser à un scénario où en fait il y a un gros mouvement de l'économie réelle vers des cryptos et finalement où ce soit un peu décorrélé et que ça monte du côté des cryptos alors que ça baisse du côté des actions, des obligations. Là, c'est incontestablement un échec. Hein. Ça, c'est sûr que le côté, par exemple, valeur refuge du Bitcoin, là, n'a pas encore fonctionné. Quoi. Les gens, quand ils achètent du Bitcoin, c'est comme un actif à risque et rien de plus. Quoi. Donc là, la corrélation entre les marchés américains actions et le Bitcoin, elle a jamais été aussi forte. Et donc voilà, il faut se faire à l'idée que pour l'instant, les cryptos, ce n'est qu'un actif à risque. Pour l'instant, le Bitcoin ne protège pas des baisses de marché, ne protège pas des guerres, ne protège pas de l'inflation, etc. C'est un actif extrêmement risqué. Et pourquoi c'est devenu ça ? J'espère qu'il n'a pas été vérolé, en fait, par les professionnels.
puisqu'en fait, on constate que depuis 2 ans qu'on a une entrée massive de professionnels de banques via les ETF et les marchés futurs, c'est comme si on avait rendu un actif parfois décorrélé, volatile et qui fait sa vie, et bien professionnel et utilisé comme classe d'actifs super risqués. Donc en fait, certains professionnels, quand ils se disaient les actions vont monter, le Nasdaq va monter, j'achète du Bitcoin parce qu'en fait c'est du Nasdaq en effet de levier. Et inversement, dès qu'ils avaient peur que le Nasdaq baisse, ils lâchent leur Bitcoin parce que c'est du Nasdaq en effet de levier. Donc à court terme en tous les cas. Et c'est symptomatique d'un marché baissier, hein, cette interconnexion de l'ensemble des actifs risqués. C'est ça va mal, on a besoin d'argent, on balance tout ce qui est risqué, parfois même sans trop se poser de questions, de savoir le bon grain de livret. Mais ça va durer un certain temps et pour l'instant, elle est maximum. Et comme je disais tout à l'heure, en ouverture, il faut aussi un peu dézoomer et le Bitcoin reste quand même l'actif le plus haussier de ces 10 dernières années. Donc certes, là, il y a une baisse brutale et encore, on est quand même à 30 000. Mais voilà, si on dézoome sur 10 ans, ça ne fait que monter et le Bitcoin a tous les fondamentaux, en tout cas, pour devenir une valeur refuge. Il faut juste qu'en fait, les gens qui en achètent en aient un peu plus conscience et n'aient pas la main fébrile quand les marchés s'écroulent. Ouais. Et c'est vrai qu'autour de moi, tous ceux qui sont full crypto, je dis pas qu'ils sont sereins parce que quand même ça fait un peu mal, mais en fait alors déjà bon la plupart qui sont full crypto ils sont quand même rentrés il y a longtemps donc finalement ils ont pas perdu vraiment en fait, ils ont même plutôt gagné pour la plupart. Rappelons que fin 2018 c'était $3 000. On a fait x10 en 3 ans et demi. Hein. C'est ça. Donc, ceux qui avaient pris $10 000 à ce moment-là, de toute façon, ils sont toujours largement gagnants. Maintenant, c'est vrai que virtuellement, quand tu as perdu la moitié de ce que tu as, ça fait un peu mal. Mais ils restent et continuent. Mais alors, du coup, quand je vois tous ces gens-là, je me demande qui sort. Est-ce que c'est l'armée de pimpins qui est rentrée depuis 2 ans et qui se sont dit, en fait, je vais y aller à fond et qui est en train de se dire, ah, j'ai perdu et qui sont fébriles, couplé à, en fait, c'est marrant, c'est les deux extrêmes, en fait. Des ultra professionnels qui ont plein d'argent et qui sortent massivement, c'est ça? Et qui shortent le marché. Et qui shortent le marché. Et qui s'en servent, en fait, comme d'un actif pour mettre à profit des stratégies baissières. Et qui rachèteront certainement au plus bas, quoi. Nicolas le sait mieux que moi, quoi. Mais c'est l'histoire des mains faibles qui lâchent, en fait, pendant les moments de pression et qui, en fait, se font plumer et les institutionnels rachètent au plus bas, quoi. Et malheureusement, sur les cryptos, étant donné que y a cette envie de gains rapides et faciles, il y a des gens qui vont avec des tout petits comptes et du coup, qui utilisent des effets de levier. Et en fait, on l'a vu lors des grandes baisses sur les cryptos, on a ce qu'on appelle le phénomène de liquidation. Liquidation, ça veut dire qu'on a des gens qui, avec 1 000 euros, ont acheté 100 000 euros et quand le Bitcoin perd 5%, bah, ils perdent 5 000 euros. Donc, vu qu'il y avait 1 000 euros sur le compte, ça coupe tout et puis le compte se retrouve à zéro. Et voilà. Et ce phénomène-là, des liquidations, provient uniquement des gens qui font de l'effet de levier. Bon, c'est un peu les gens qui donnent le bâton, qui tendent le bâton pour se faire battre. Ouais. Et alors ça, faut vraiment le rappeler, c'est que ce sont des outils qui peuvent être utilisés par des professionnel. Quand tu es vraiment un newbie, faut quand même le fuir assez massivement parce que donc je réexplique le concept, hein, t'arrives avec il y a plein de prestataires qui te donnent ça, t'arrives avec donc mettons 100 balles, tu vas faire un effet de levier x10, donc en fait ça va investir 1000. Mais si tu perds si l'actif que tu achètes passe de 1000 à 900, eh ben ça coupe. Et donc toi, tu as perdu tes 100 euros. Tu as perdu 100% de ton investissement. Et ça en quelques secondes. En quelques secondes, voilà. Et donc, quand tu es sur un marché haussier, en fait, c'est assez impressionnant parce que, en effet, quand tu as mis 100 et que ça augmente de 5 ou 10%, bah, tu vas augmenter de 50 ou 100%, toi, donc, puisque c'est x10. En revanche, souvent, les amateurs, entre guillemets, quand ils font ça, ils sont un peu all-in, quoi. Donc, du coup, tu vas faire plus 50, plus 100, plus 50, plus 100. Puis ça monte. Tu le vois comme le roi du pétrole. À la fin, t'as fait plus 1000, plus 5000%, j'en sais rien. T'es parti avec 1000 euros, tu te retrouves avec 200. Et puis, quand tu fais ton effet de levier x10 avec tes 200 et que tu perds 10, en fait, tes 200, tu les as plus. Et là, t'as vraiment 0, quoi. 0. Après, je sais pas s'il faut interdire ces outils-là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand on est sur des plateformes boursières professionnelles,
voilà, enfin, ça fait partie du jeu. Par contre, moi, ce que je trouve un peu gênant, c'est que l'effet de levier est possible sur des applications type Robinhood, bon, qu'on n'a pas en Europe. Mais en gros, c'est l'application d'investissement pour les millennials où tu as 18 ans, tu peux faire de l'effet de levier sur une application qui ressemble à un jeu. Et là, je pense qu'en termes de responsabilité, ça pose un problème. Et il y a eu une histoire, il y a à peu près 2 ans, un gamin qui avait donc fait un effet de levier et il s'était fait liquider tout de suite, mais l'application affichait une perte potentielle de 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. Il croyait qu'il allait devoir payer ça à l'application Robinhood. Et bien, du coup, ça a fini sur un suicide. Ouais. Non, c'est sûr qu'il faut faire gaffe. Alors, vous le savez, hein, moi j'ai certains sponsors qui proposent aussi des effets de levier et des choses comme ça. Pour les avoir essayés jusqu'au bout et dès le début, la plupart d'entre eux, et je pense que Robinhood s'est corrigé aussi. Alors, ils ont été aussi corrigés pour certains par des autorités de marché. Hein. Maintenant, t'expliques quand même 4 fois avant que tu fasses l'effet de levier la première fois, genre attention parce que ça va faire ci, ça va faire ça. Est-ce que t'as bien compris? Ils te posent une question, combien tu risques de machin, etc. Donc, c'est de plus en plus loqué, mais je suis d'accord qu'il faut y faire attention. Et comme tu le dis, en fait, moi, je trouve ça cool de te donner accès à ça à un moment. Je veux dire, mais il faut que ce soit en pleine conscience et il faut se professionnaliser, expliquer aux gens. En tout cas, je tiens juste à le dire ici, si tu le fais, déjà te mets pas all-in sur ton truc parce que quand tu mets la maison, ton épargne de précaution et tout ça, et donc c'est dans ces moments de correction qu'on s'en rend compte. On risque pas d'ailleurs là-dessus d'avoir une fuite parce que vous, moi d'ailleurs, tous les trois autour de la table, on a aussi profité ces dernières années d'une forme d'arrivée massive de personnes que j'ai souvent comparé à un moment où moi j'y suis allé en 2004, 2005, je sais pas, un vieux moment où j'avais arrêté en plus après. Non pas parce que j'avais pris une grosse claque, mais parce que j'avais arrêté, ça m'intéressait plus et voilà. Et je suis revenu aussi pas mal à ce moment-là. Est-ce qu'on va pas avoir juste un assèchement justement de toutes ces personnes qui sont venues pendant 2 ans et qui là vont se saigner un peu? Mais on fait ça depuis 20 ans. Ouais, mais là, déjà sur les actions. T'as raison, mais j'ai l'impression qu'après la crise de 2007, il y a eu quand même 12-13 ans où il y avait il y a des années de disette, hein, c'est sûr. Simplement, sur les actions, tu as la bulle de l'an 2000, la bulle de 2008, la bulle d'avant le Bitcoin. À chaque fois, c'est la même chose. Des gens arrivent, la bourse monte, les nouveaux entrants se croient invincibles, font des gros gains, le marché les rattrape, il y a une destruction des nouveaux entrants derrière, il en reste une poignée à la fin. Les aficionados, que ce soit des actions ou des cryptos, y croient et restent dans les marchés baissiers et accumulent pour le long terme, alors qu'une grosse partie des nouveaux entrants sur les actions ou les cryptos sortiront rincés par justement cette période baissière et complexe. Donc on peut considérer, quand on est optimiste, qu'on rentre dans une période d'opportunité. Soit on est en fait en plein dedans et puis c'était juste une grosse correction et puis ça va repartir. Soit on va encore corriger. Ce qu'il faut pas oublier dans même ces moments-là, finalement, c'est aussi plus que les intuitions, les croyances, c'est-à-dire que ce soit sur des cryptos ou des actions, toujours se dire, je sais pas moi, je crois que le pétrole va se maintenir et que les énergies fossiles vont se maintenir parce que de toute façon on peut pas s'en passer encore quelques années, donc voilà. Ou je crois justement que ça va exploser parce que là on est vraiment à la rupture de cette génération et de ces choses-là. On a ces convictions et puis on y va et on hold quoi. C'est sûr, mais je pense qu'il faut que ce soit le cas pour tous les investissements qu'on fait dans la vie. Comme ça, c'est pas une petite turbulence qui va remettre en cause le fait de pourquoi on a investi. Le Bitcoin a un avenir et c'est pas parce qu'il perd 64% certes en quelques mois que il faut changer d'avis. Depuis 100 ans sur le marché action, on a des corrections et tous les 15 ans, on est toujours plus haut. Depuis 10 ans sur le Bitcoin, on a des corrections et tous les 2-3 ans, on est toujours plus haut. Si on pense que ça va s'arrêter, qu'on est en train de changer de monde, de changer d'un monde globalisé à un monde bipolaire, d'un monde d'ultra-liquidité à un monde d'assèchement total, on va creuser un bunker, on achète des boîtes de conserve avec des ananas. Si on pense que l'activité économique va continuer, que le capitalisme, que la bourse, que tout ça va continuer d'avoir un intérêt et que la machine va continuer sur les trends qu'on l'on connaît depuis toujours, alors les périodes actuelles sont des périodes d'opportunité, bien évidemment. Pardon, je t'en prie, Grégory. Pour en revenir sur le Bitcoin, tu vois, le pic de fin 2017, c'était 20 000 et on est allé jusqu'à 3 000 $ en l'espace d'un an. Donc ça a été en gros au moins 83%.
Là, on a fait moins 64. Donc, il reste un peu de marge. Et on a vu comment ça s'est largement relevé après. J'allais revenir sur ces chiffres-là parce qu'on fait la même chose sur le marché des cryptos et le marché actions. On regarde qu'est-ce que c'est qu'une correction normale, qu'est-ce que c'est qu'une correction pendant une récession. Là, par exemple, sur le marché actions, on s'attend à une récession en Europe, aux États-Unis. Donc, on se dit c'est moins 35. Okay. Si c'est une grosse crise, une dépression, c'est moins 50. Okay. Et on regarde les moyennes historiques. Sur le Bitcoin, depuis 2012, il y a eu à peu près 15 corrections majeures. Il y en a eu la moitié qui ont fait 30%. Ensuite, sur l'autre moitié, il y a eu 3 à 4 corrections entre 50 et 55% et 3 corrections historiques de 82,6 à 86,9% au maximum. 87% de baisse. Quand tu vois ces chiffres-là, bien évidemment, ça fait peur, mais tu les fais concorder avec les hausses aussi qui ont suivi ou précédé, et donc tu te rends compte que le risque est tout simplement proportionnel, fort gain potentiel, fort risque potentiel, ok ? Et tu te dis, en fait, à chaque fois qu'on perd 80%, on nous dit à la télé que c'est la fin des cryptos. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on a perdu 80%, c'était une opportunité historique de rentrer au moment où plus personne n'en voulait. Nous perdons 64% actuellement, si on perd 20% de plus... n'arrive-t-on pas sur des opportunités historiques ? Et juste avant que l'enregistrement commence, on voyait un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait « Alerte, l'effondrement des cryptos nous dit quelque chose de l'économie casino et tout ». Pour moi, c'est presque un signal d'achat, ça. Sachant que j'allais dire, en plus, que ce soit dans les cryptos comme dans les... et c'est lié, du coup, très lié finalement à Mélenchon, mais comme dans les marchés des actions... on peut être militant. Enfin, je veux dire, moi, je connais beaucoup d'investisseurs en crypto comme en actions qui vont investir dans des entreprises ou dans des cryptos dans lesquels ils croient parce qu'ils ont envie. Tu vois, j'ai reçu ici des gens Kardashift autour de Cardano, des cryptos soit plus vertes, soit plus vertueuses, soit plus voilà. Il y en a qui vont aller plus sur de l'Ether parce qu'ils sont militants plus sur de la tech et qui pensent que l'Ether va évoluer et que je sais pas où on en est là-dessus. Et sur les actions, c'est un peu pareil. Donc, il y a des gens militants dans tous les sens, d'ailleurs, hein, qui vont être plus sur, je reviens sur du fossile parce qu'ils se disent que finalement, ils en auront ras le cul des écolos. Il y en a qui vont être sur le nucléaire à donf ou voilà. Mais donc, c'est aussi intéressant. On parle pas que d'univers d'argent. Je parlais de croyances tout à l'heure, mais aussi de militantisme potentiel. Et les cryptos, c'est vraiment le meilleur endroit pour parler de croyances. Il y a une vraie idéologie chez les investisseurs crypto. Ce qu'on appelle les bitcoiners voudraient presque remplacer l'État. Ce sont des vrais libertariens, hein, les purs et durs. Hein. Donc voilà, c'est des investisseurs politiques. Et du côté des autres cryptos, parce qu'on a parlé beaucoup de Bitcoin, presque que de Bitcoin. Donc pour moi, généralement derrière, enfin les deux que j'achète vraiment sont Bitcoin et Ether, un peu de Tezos, Cardano, des choses comme ça. Il me semble qu'il m'en manque une, mais ça a beaucoup corrigé sur les on va dire la Ligue 2, quoi. Hein, énormément. C'est voilà. Altcoin pour les intimes, shitcoin pour les maxi. Ça, voilà, il faut pas être aussi catégorique. Il y a quand même plein de beaux projets, mais là, ce qu'on voit là depuis que la descente a été amorcée, oui, il y a absolument tout ce qui n'est pas Bitcoin et Ethereum souffre énormément. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Je dirais juste qu'il va y avoir un moment dans l'année où les tokens des Layer 2 d'Ethereum, donc des réseaux secondaires qui sont censés soulager la congestion d'Ethereum, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes de ce côté-là, parce que va y avoir énormément d'actu globalement autour d'Ethereum qui va changer sa méthode de consensus, devenir moins énergivore. Donc il va y avoir tout un écosystème qui va s'agréger et je pense qu'il y aura des opportunités. Après, bon voilà, si le marché est trop baissier, ça risque d'être difficile. Mais en tout cas, les actus intéressantes de cette année autour des gens qui construisent dans la crypto, ça se situe autour d'Ethereum. Donc finalement, on reste dans le même schéma de tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est encore plus de risques, c'est-à-dire qu'on va au-delà. Donc Ether a plus baissé que Bitcoin, ou c'est à peu près pareil? J'ai pas vu les chiffres. Je crois que Ether se maintient un peu mieux par rapport à Bitcoin. C'est à la marge, hein, de toute façon. Hein. Mais quand on va sur les couches ensuite, là ça spécule encore plus. Il y a moins de monde, donc du coup ça a plutôt plus baissé. Et oui. si on trouve les bons ou ceux dans lesquels on croit, qui sont pas des shitcoins, mais dans lesquels il y a peut-être soit vraiment beaucoup de développeurs autour, soit des projets plus verts ou plus donc Layer 2, tu parlais des sous-couches d'Ethereum qui ont pour vocation à
aider Ethereum à devenir plus vert et moins énergivore. Et faire plus de transactions à la seconde, et ça se trouve... Alors, on peut trouver ça sur The Big Whale, j'imagine. Oui, on en parle souvent. On en parle souvent. On va très rarement parler de ce qu'on appelle les shitcoins sur The Big Whale. Quand on vous parle d'un projet, c'est pas pour vous dire investissez dedans, il y a des opportunités. Non, c'est qu'il y a des choses qui se construisent dessus. C'est que les porteurs de projets portent des messages que nous trouvons intéressants. Et voilà tout. Hein. Et les shitcoins dont on parle là, donc justement, il y a des endroits où on peut les spotter. Où j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont pros et ceux qui sont contre les cryptos. Ceux qui sont pros parlent des bonnes cryptos et pas trop des shitcoins. Et ceux qui sont contre disent que les cryptos c'est de la merde. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des analyses assez fines sur chaque crypto quand même qui sort, ou les grosses, ou les... vous pouvez trouver des analyses de partout, hein, notamment sur Reddit, sur ce genre d'outils. Après, il y a plein de sites spécialisés. Mais bon, voilà, si les gens qui nous écoutent connaissent pas trop l'univers de la crypto, moi je m'aventurerai pas sur des pairs qui sont absolument pas liquides, où les projets sont pas connus, où les gens qui sont derrière n'ont aucune référence. Concentrez-vous sur les grosses capitalisations, informez-vous, décortiquer les projets, et si vous apprenez à découvrir un projet, si le cours baisse, vous ne serez pas, vous prendrez pas peur, parce que vous aurez la conviction que le choix que vous avez fait est le bon, et ce qui n'est rarement le cas sur les shitcoins. C'est Dior, do your own research. C'est faites en sorte de connaître ce que vous achetez. En fait, les altcoins me font un petit peu penser aux small cap, les petites capitalisations sur les actions. C'est un marché de gérants, de professionnels, de spécialistes qui va savoir analyser une petite société et trouver pourquoi celle-ci a un rattrapage potentiellement, un potentiel beaucoup plus élevé qu'une grosse boîte. Dans lesquels tu as souvent aussi des infos. Alors, soit si tu les cherches bien, soit si tu connais un peu mieux. Je prends un comparatif. On en parlait récemment, mais par exemple sur les. Mais je pense qu'il est valable sur les. Vous le savez peut-être pas, mais sur les chevaux. Moi, j'ai eu avec des potes des chevaux de trot. Ok. Et quand tu découvres un peu l'univers. J'ai un de mes potes on avait acheté ça à une dizaine et à la sortie d'école, et on avait mis 500 € chacun, puis c'est monté jusqu'à pas mal, et à la fin on a juste retrouvé il y a un an notre mise, mais pendant 20 ans on a eu à un moment on en avait 3, on se payait des week-ends, des dîners et tout, ça nous a jamais rien rapporté plus que ça. Et en fait quand tu rentres dans cet univers, tu vois un truc, c'est que quand le manager dit au jockey, le jockey tourne, c'est pas toujours le même, dit au jockey, en gros, tu as deux moyens de gagner de l'argent, tu vas miser soit placé, soit gagnant. Gagnant, t'es numéro 1, placé, t'es dans les 3 premiers. Si tu dis au jockey d'être placé, ce qui se fait, c'est une stratégie, parce que ton cheval, tu te dis, comme t'es au trot, si je le pousse trop, il va se mettre à galoper, donc je veux juste remettre le cheval en confiance, faire des gains, etc., etc. C'est pas de la triche, c'est normal. Tu vas dire au jockey, écoute, si t'es placé, tu restes placé. T'as aucune chance qu'il soit gagnant. Ça n'arrive pas, tu vois. Donc, quand tu te balades un peu dans les paddocks, etc., et que tu parles avec finalement les entraîneurs, les managers, etc., tu leur dis bon, comment il va, bon, et c'est quoi la consigne, très bien placé. Bon, si tu retournes miser après, jamais tu vas le mettre gagnant. En fait, tu as une info que les autres n'ont pas. Je pense pas que ce soit illégal, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, tu as une info qu'ils n'ont pas. En bourse, on parle souvent de délit d'initié, mais en fait, c'est là où ce que tu dis, Dior, do your own research, c'est que si tu vas bien chercher sur une crypto niche spécifique, tu vas essayer de comprendre, ou une action très spécifique, voilà, dans les penny stocks aussi, ou les petites actions. On peut creuser, on peut rencontrer le management, on peut trouver des petites interviews, parfois on leur écrit, ils répondent, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de sollicitations. À l'Assemblée Générale, parfois ils ont 3 personnes, donc ils ont envie de raconter leur projet. Tu sais qu'il y a un appel d'offres qui pourrait gagner. Ça peut arriver, mais c'est le cas sur les actions, c'est le cas sur les cryptos. Quand on creuse, voilà, c'est qu'on veut faire du spécifique pour aller chercher des opportunités. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose d'important, parce que je pense que tu fais de la pédagogie et de la vulgarisation au sens de l'investissement pour tout le monde, et notamment à tous ces jeunes qui se mettent à l'investissement aujourd'hui. Il y a la notion de temps et il y a la notion de stress. C'est 2 notions super importantes. Regarde. 37 ans, j'ai plus de cheveux noirs bientôt. C'est vrai que je suis pas mauvais, mais je pense qu'on est à peu près au même niveau sur la colorimétrie. Ouais. Tu vois bien que le niveau de stress, discuter, hein, tu vois bien que le niveau de stress c'est maximum. Il y a ça, il y a se dire,
je veux faire de l'investissement, mais je veux pas non plus y mettre trop de temps et je veux y mettre une certaine somme d'argent, mais je veux pas y passer trop de temps et je veux pas être stressé à cause de ça. Je veux que ce soit quelque chose qui se fasse sur le long terme et c'est pour ça que souvent quand on est venu ici, on a dit vous faites de l'investissement au sens large, vous pouvez faire un peu de crypto. Vous faites de la crypto, faites Bitcoin, Ethereum. Vous faites Bitcoin, Ethereum, faites du DCA. Tu vois, plutôt que d'aller vers faites de l'effet de levier, faites des altcoins, faites tout ça. Donc, en faisant ça, du DCA sur les plus grosses dans une classe d'actifs volatiles, t'es tranquille, tu passes pas trop de temps, tu passes pas trop de stress et tu te fais pas du mal. Exactement. Voilà. En gros, pour bien résumer, on est plus dans des stratégies que dans des conseils d'investissement, hein, donc pour être clair, mais c'est plus de dire attends, regarde, tu veux rentrer là-dessus. En fait, la base de la base, c'est tu veux pas t'emmerder avec tout ça, tu prends un partenaire, tu vas lui dire écoute, place-moi ça sur des fonds, tu lui fais confiance quand même, parce que si tu l'as choisi, c'est que tu lui fais confiance, et quand ça baisse, ça monte, tu te poses pas de questions, tu vis ta vie, tu vas au café et voilà. Tu veux rentrer un peu plus, tu vas dans certaines grandes actions pour essayer de comprendre, etc., ou grandes cryptos, puis tu descends petit à petit en y allant pas à fond, parce que celui, en effet, qui a pas fait de DCA, qui est rentré il y a 6 mois, en mettant ses 10 000 euros d'invest qu'il avait au total sur le Bitcoin, bah il a littéralement aujourd'hui en valeur perdu 64%, alors que celui qui est rentré petit à petit, ben il a perdu d'ailleurs aussi, mais beaucoup moins. Et il pourra profiter de la hausse pleinement. Et au fur et à mesure, ben, au début, tu peux le faire sur des plateformes pareilles, sur lesquelles t'as pas forcément tes cryptos en propre. Après, idéalement, ce qu'on va recommander quand même, c'est de vivre pleinement l'expérience. On en a parlé dans plein avec un wallet. Tu prends ton MetaMask, t'achètes sur différents trucs. On m'a parlé récemment, j'ai pas réussi à retrouver, d'un endroit où tu pouvais acheter aussi des cryptos en direct, mais sans passer par des Coinbase et des... ça vous parle pas, hein? Il faut absolument une plateforme d'échange quelque part. Hein. Ouais. Après, il y a des structures qui s'appellent Local Bitcoin, Ouais. qui permet en fait d'arranger des transferts de pair à pair. Donc quelqu'un qui veut vendre un Bitcoin par exemple au coin de la rue, ben voilà, vous pouvez vous retrouver sur le site et ça fait, il y a une chambre de compensation. Okay. Mais bon, ça c'est très très artisanal. Okay. C'est pour les gens qui veulent vraiment pas laisser de traces. Hein. Mais j'ai rien dit. Donc voilà, on avance donc voilà petit à petit, on fait et puis après on teste des nouvelles cryptos en se disant ok c'est risqué, je mets que 5% ou 10% et puis je comprends et puis j'y vais plus, j'arrête, etc. C'est un peu ça si on est curieux, si on a envie et si on a le temps encore une fois pour le faire. Et si on n'a pas le temps, on fait du safe. Et par rapport aux cryptos, il y a aussi un truc que je tenais à dire, il faut absolument démystifier l'idée reçue comme quoi le Bitcoin, il est trop haut, c'est trop cher. Moi, je vais essayer de trouver le Bitcoin de demain. Tous ceux qui font ça se plantent. Le Bitcoin ne sera jamais remplacé. C'est l'or numérique. Il n'y a pas une autre crypto qui va réinventer la roue. Oui, l'or depuis 500 ans n'a pas été remplacé par l'or de demain, quoi. Il y a eu d'autres choses, il y a des actions, des choses comme ça, des obligations, des prêts, mais ça existait différemment. Mais c'est ça. Et la communauté agrégée par Bitcoin, elle est, tu vois, elle s'est construite petit à petit depuis 12 ans. C'est pas une crypto comme ça qui va sortir du jour au lendemain, qui va pouvoir développer autant de gens autour. Et est-ce qu'on a des faits notables qui sont passés? On parlait de la Chine, alors sur plus ça s'est renfermé. Alors c'est renfermé aussi au niveau des cryptos quand même. De l'Ukraine, est-ce qu'il y a des mouvements spécifiques autour des cryptos et du Bitcoin? Est-ce qu'il y a des tendances politiques qui vont bouger quand même, qui font que ça va altérer, enfin faire bouger tout ça ou... Alors il y a un moment historique qui s'est passé l'année dernière pour le Bitcoin, c'est l'interdiction du mining en Chine, donc du minage de Bitcoin pour des raisons officiellement écologiques. La plupart des mineurs ont quitté la Chine et se sont installés particulièrement aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont la nation qui mine le plus de Bitcoin dans le monde, qui génère le plus de puissance de calcul pour protéger le réseau. Et ça s'est fait très 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 rapidement. Il y a le Kazakhstan aussi qui est monté et il y a la Russie qui compte monter beaucoup. Et on se demande bien pourquoi la Russie veut du Bitcoin, ou en tout cas veut compter dans cette industrie. On voit qu'il y a eu énormément d'attaques spéculatives contre le rouble, qu'on interdit à la Russie de participer à beaucoup d'éléments du commerce international. La Russie va monter sur les cryptos, ça c'est certain.
Mais ça peut être perçu comme une menace du coup aussi, parce que si on essaye de les contrôler sur le rouble et qu'ils remontent sur une crypto entre guillemets incontrôlable, il y a un moment où on va vouloir dire bon, c'est un endroit où il se passe des trucs, c'est un peu dirty quoi. Ça peut desservir la communauté crypto et les cryptos au sens large à un moment donné. C'est que si ce sont des pays type Russie qui veulent utiliser le Bitcoin pour pouvoir sortir du système SWIFT, pour pouvoir faire des échanges différemment, l'Europe, les États-Unis vont vouloir les bloquer d'une manière ou d'une autre, et donc vont vouloir réguler, et donc vont avoir une implication. Ça va avoir une implication sur le monde des crypto-monnaies. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et la communauté crypto est plutôt mal à l'aise avec ça, hein, qu'un pays comme la Russie en fait pourrait utiliser à mauvais escient, en tout cas pour servir sa politique, le Bitcoin. Mais le Bitcoin, faut pas oublier que depuis le début, c'est un engin public, dans le sens il appartient à tout le monde, les gentils comme les méchants, comme le dollar. Et voilà quoi, c'est le Bitcoin est neutre, c'est la façon dont on s'en sert, dont certaines personnes s'en servent, qui peuvent lui donner une coloration, mais c'est un protocole informatique. C'est comme Internet quoi, il y a des gens qui l'utilisent pour des mauvaises raisons aussi. Très clair. Est-ce que tu parlais de ce stablecoin qui s'était effondré tout à l'heure? Est-ce qu'on a d'autres faits notables? Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans une zone d'apprentissage sur ces cryptos. Parce qu'il y a, on parle de 10-12 ans de recul, mais il y a beaucoup de choses qui se sont créées pendant ces 2-3 dernières années. Et en effet, est-ce qu'il y a des apprentissages assez clairs qu'on peut retirer de cette période un peu bear là? Les grandes choses qui se sont créées dans la crypto là, ces 2 dernières années, c'est ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée. Donc obtenir du rendement, par exemple, en prêtant à des protocoles, des crypto-monnaies. C'est formidable, il y a des trucs incroyables qui ont été inventés, hein, comme le protocole AV. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand il y a un stablecoin, donc c'est-à-dire quand un actif, une crypto déposée en collatéral s'effondre, ne tient pas la route, tout peut s'écrouler. Et là, ce qui s'est passé avec le crash donc du stablecoin UST, donc j'en parlais tout à l'heure, 50 milliards de capitalisation envolée en quelques jours, c'est l'équivalent d'un petit Lehman Brothers. C'est ce que j'allais dire. C'est toutes les boîtes qui se sont jetées sur ce stablecoin pour avoir des super rendements, parce qu'on pouvait avoir jusqu'à 19,5% de rendement annuel, hein, sur quelque chose qui était censé être stable. Donc tout le monde s'est jeté dessus. Là, selon mes sources, il y a beaucoup d'entreprises là qui sont en train de compter leurs pertes, qui n'ont pas encore communiqué. On va découvrir des cadavres dans le placard, va probablement y avoir des faillites, ou en tout cas beaucoup d'entreprises qui vont, comme par magie, lever des fonds un peu rapidement pour couvrir les pertes. Je pense que le stress qu'il peut y avoir par rapport au marché bear, en fait, il est légitime, parce qu'il va y avoir des affaires qui vont sortir et qui vont profondément fragiliser le marché dans les prochaines semaines. Sachant que tu peux risquer d'avoir dans des conseils d'administration ou des directions financières des gens qui vont dire bon, maintenant tes trucs avec tes stablecoins, potentiellement ceux-là plus sérieux ou très sérieux, t'arrêtes, parce qu'en fait c'est de la merde quoi. Donc on risque d'avoir aussi un rejet de tout ça. Oui, mais là le secteur est en train de grandir en même temps. Il y a encore quelques mois, un stablecoin c'était un stablecoin, peu importe qu'il soit centralisé, décentralisé, algorithmique. Voilà, maintenant il y a des catégories particulières, il y a des niveaux il y a des notes qui sont données au stablecoin, il y en a qui sont plus ou moins sûres. Et voilà, données par qui, pardon? Là, il n'y a pas d'agence de notation encore, mais par exemple, une entreprise qui propose du rendement à ses clients à partir de stablecoin va devoir faire du risk management et noter certains trucs. Et est-ce que on peut quand même du coup recorréler le 19%, juste rappelons que quand on te donne un 19,5%, que même si on te met, parce que tu as mis des guillemets avec tes mains, un garantie à côté, il y a quand même un truc qui cloche quoi. Oui, il y a l'étoile. Hein? Il y a l'étoile. Oui, il y a toujours la petite étoile. C'est la petite étoile. Mais souvent sur TikTok, elle est pas là, la petite étoile. La petite étoile, il y a marqué c'est stable, mais ça peut être instable. Oui. Et quand la lire. Quand c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est ce que te faisaient beaucoup les certaines banques avant 2007. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Machin garanti là. C'est ce que j'allais dire. En fait, et ça rappelle même un vieil adage de Warren Buffett. C'est quand la mer se retire, on voit qui se baigne nu. Et c'est quand les marchés chutent qu'on voit qui est en levier, qui n'a pas de collatéral, qui est obligé de couper ses positions parce que il est en stress total. Et de la même manière qu'en 2008, on pensait qu'il était impossible qu'une banque de la taille de Lehman Brothers fasse faillite et que le système autour les laisse se cracher, c'est la même chose dans les cryptos.
Il est en train de se passer des choses qui ne s'étaient jamais passées, d'autres vont se passer, et ces histoires, parfois désagréables, viennent aider un mûrissement de l'écosystème à moyen long terme. On doit passer par ça. C'est comme un enfant qui doit se brûler les doigts sur une poêle pour apprendre qu'elle est chaude. Et on est dans cette période d'apprentissage Totalement d'accord. de cette classe d'actifs. Totalement d'accord. Quand quelqu'un ne se posait pas de questions quand on lui proposait un rendement de 19,5 sur quelque chose de stable, c'était pas normal. Donc là, maintenant, il a peut-être tout perdu, mais au moins, ça fera de lui un investisseur beaucoup plus averti. Surtout quand en face, il pouvait emprunter à 1%. Quoi. Tu vois, il y a un moment où tu dis... le livret A aurait fait mieux. Pourquoi travailler, en fait, quand je peux faire juste... Exactement. Ok. Écoutez, ça me semble clair. Les questions que je me pose ensuite, mais je suis pas sûr que déjà quelqu'un ait la réponse, mais aussi que vous soyez les meilleurs là-dessus, c'est te dire, en gros, on a un mouvement qui se fait sur les endroits les plus volatiles, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la bourse et les cryptos. À partir de quel moment ça va impacter réellement le reste? Là, je pense justement aux nombreux épisodes d'IMO autour. Est-ce que, en fait, qui est plus résilient, donc, mais est-ce qu'il y a à partir de quel moment tu dis, ok, là maintenant, je vais peut-être vendre mes trucs en IMO, où je vais tenir, parce qu'en fait, je pense que c'est juste une petite correction et puis ça va repartir, parce qu'on aurait pu se le dire plusieurs fois, hein, ces 4-5 dernières années, en fait, et à chaque fois, c'est dans les grandes régions, c'est plutôt toujours monté, donc voilà, c'est vraiment vertigineux toutes ces questions, quoi. Mais je pense qu'il va falloir vraiment surveiller comment l'inflation se passe. Est-ce que les salaires vont suivre? C'est cette mécanique-là pour moi qu'il faut vraiment surveiller pour ce qui va vraiment changer la vie des gens. Parce que là, on parle de bourse, on parle de crypto, c'est normalement de l'investissement. Enfin, c'est de l'argent dont on n'est pas censé avoir besoin. Là, ce qui est très important pour la survie de l'économie, voilà, c'est le salaire, c'est le loyer, c'est ces choses-là qui comptent. Et notamment les plus bas salaires et le loyer, parce qu'en l'occurrence, je veux dire, dans les plus bas salaires et loyers, t'as pas d'argent pour ni d'ailleurs t'acheter un appartement, ni acheter des cryptos, ni acheter des actions. La crise est d'autant plus difficile qu'elle impacte très fortement les faibles salaires, puisque la propension de leurs dépenses dans du pétrole, du gaz pour se chauffer, etc., et la nourriture est énorme, et c'est là où il y a le plus d'inflation en ce moment. D'où une nécessité dans Do Your Own Research aussi d'être cassé là où c'est vertigineux tout ça, de prendre du recul et d'essayer de comprendre le politique dans tout ça aussi, parce que en fonction de gouvernements qui arrivent, de décisions très politiques, tout ça va changer dans un sens ou dans l'autre. On l'a fait un peu. Mais Grégory a raison, l'inflation sera la clé. Nous n'avons pas eu d'inflation en Europe depuis 40 ans. Nous avons actuellement une inflation historique. Si cette inflation se détend, elle laissera de la marge de manœuvre aux banques centrales qui viendront nous sauver. Sinon, la purge n'est pas terminée. Et cette inflation-là qui est officiellement de, je sais pas, 4,6, quelque chose comme ça, elle est pas du tout ressentie de la même façon en dehors des grandes villes. Pour quelqu'un qui a un petit salaire, qui doit prendre sa voiture, en fait, l'inflation réelle, l'INSEE l'a calculé, pour quelqu'un qui correspond à ce profil, c'est autour de 11% en France. 11%. Et encore, le prix de l'immobilier n'est pas dans le calcul. C'est exactement ça. Je pense qu'on en a moins qui écoutent la martingale qui sont dans ce cas de figure. C'est comme ça. Mais en effet, si tu prends ton ticket de bus, ton ticket de métro, il a pas changé de prix, ou il a peut-être augmenté de 10 centimes. Mais voilà, quand tu prends ta voiture tous les jours et que tu fais 20 km aller, 20 km retour, et que ton salaire est assez bas, et puis tu rajoutes à ça le prix de la nourriture, et voilà, ça change vraiment tout. D'où l'importance du politique et de surveiller tout ça, et de pas être uniquement dans d'ailleurs, du coup, j'allais dire, il faut suivre vos comptes et vos médias, mais de suivre aussi de manière plus holistique, on va dire, des médias plus traditionnels, et de comprendre un peu tout ça. Alors peut-être qu'il faut noter quelque chose par rapport à cette inflation, c'est que justement c'est très politique. On est aux États-Unis dans une année d'élection de mi-mandat. La population qui a reçu des chèques l'année dernière n'en a plus, et là avec l'inflation struggle un peu, ils sont un petit peu mal, et donc il y a cette volonté politique aux États-Unis de dire attention, cette fois-ci on va favoriser Main Street et non pas Wall Street. Donc on va favoriser la population pour que pour que les élections de mi-mandat se passent bien, et on va dire à la télé que Wall Street se démerdera. Ok. Et
Et donc, dans les 6 mois qui viennent, ça va être très important de voir si l'inflation, d'une part, se calme, et si le discours politique évolue, auquel cas, on aurait peut-être une chance qu'ils reviennent en soutien une fois qu'ils auront fait leur besogne politique. Et ça veut dire, parce que bon, nous on dit on ne le ressent pas complètement toujours l'inflation comme ça veut dire qu'il faut juste suivre les chiffres en fait de l'inflation, c'est ça. Faut être abonné à, je sais pas, c'est l'INSEE sur Twitter, comment, ou c'est juste vu que tout le monde les regarde dès qu'ils sortent en données mensuelles, on les a dans à peu près toutes les zones. Et puis je pense que c'est le cours du pétrole est un très bon proxy de l'inflation. Tant que le pétrole est soutenu au-dessus de $110, c'est problématique. S'il revenait vers ou $100, ce serait une bonne chose. Tant qu'on a des tensions, tant qu'on a une Chine bloquée, tant qu'on a un pétrole à 115, 120, c'est pas la joie. Ça, c'est quand même mon plus gros regret de ces dernières années. Le pétrole. À zéro. Le pétrole à moins, je sais pas combien. Tu te dis, attends, mais là, on me donnait de l'argent pour acheter du pétrole. Alors, c'était assez virtuel comme ça, hein, mais te dire, en fait, alors on en parlait, on se disait, mais ça va forcément, sur ce podcast, augmenter un jour, mais j'ai pas de baril chez moi, je sais pas bien stocker le pétrole, mais. Tu voulais ajouter un truc avant qu'on clôture, Grégory ? Oui, voilà, on parlait de l'inflation et tout. Moi, je conseille vraiment aux gens qui commencent un petit peu à investir de faire du DCA sur le Bitcoin. Il y a des applications qui sont top. Il y en a une en particulier qui vient de sortir qui s'appelle BitStack. Et en fait, c'est chaque paiement qu'il y a sur son compte en banque, qui passe par son compte en banque, donc un paiement carte bleue, un virement, n'importe quoi. Il y a un arrondi qui est fait et qui achète automatiquement du Bitcoin. C'est un DCA encore plus souple, encore plus petit que celui qu'on connaît. Bien sûr, on peut le faire grossir. Mais je trouve que pour ceux qui veulent commencer, le Bitcoin, c'est vraiment intéressant. Et voilà, quoi, avec tous ces problèmes d'inflation, je pense que en l'espace de 5 ans, 10 ans, c'est un choix qui devrait s'avérer payant, quoi. BitStack, on suit tout ça, on suit tout ça en s'abonnant donc chez toi sur The Big Whale. Donc The Big Whale, whale c'est W-H-A-L-E comme une baleine. Donc voilà, qui est un média, une newsletter, 9,99 par mois et une version gratuite. Une version gratuite pour débuter quand on connaît pas encore trop bien les cryptos, donc c'est parfait pour ça. Et après, si on veut accéder à des contenus un petit peu plus experts, là, il y a la version premium et donc qui est payante à 9,90 Je peux m'abonner si j'y connais rien, je comprendrai. Il y a une version sur laquelle je comprendrai vraiment. Bien sûr, mais on fait tout pour que tu comprennes les deux versions. Et donc, on peut payer en carte bleue et bien sûr en crypto, sinon ça serait pas drôle. D'accord. Très, très intéressant. Et toi, Nicolas, donc on te suit toujours. Déjà ton compte Twitter, moi que je suis, je me délecte toujours. Je pense vraiment, je suis très sincère, je pense vraiment que tu étais le nombre de tweets, alors tu as une certaine volumétrie aussi, mais que je vois le plus. Je sais pas pourquoi mon compte Twitter a dû le remarquer, mais il me fait même des notifs, pas à chaque fois que tu tweets, fort heureusement, parce que sinon je pense que je me serais pendu depuis longtemps. Ou tu n'aurais plus de batterie. Ouais, j'aurais plus de batterie. Mais voilà, et puis tu fais aussi un point hebdo sur YouTube, c'est ça? Oui, alors déjà, pour ceux qui débutent, et même ceux qui ne débutent pas, Zone Bourse, c'est un des portails financiers les plus précis. On a toutes les informations sur toutes les sociétés, maintenant on a toutes les pages crypto, etc. Et dans une optique d'apprentissage, la chaîne Zone Bourse est vraiment géniale, non pas pour mes points qui sont des points hebdomadaires, mais aussi pour les vidéos de Xavier Delmas avec qui j'ai reçu ici, que j'ai adoré, et qui est absolument excellent et qui fait de très bonnes vidéos. Donc il y a d'une part de l'éducatif avec lui, d'autre part des points de marché avec moi, et tout ça permet de vulgariser pour quelqu'un qui débuterait ou pour un expert d'avoir des informations qu'il n'aurait pas vu passer. Écoutez, merci. Voilà, je ressors. On est tous rassurés finalement. Vous êtes, voilà, on va tous rallumer nos téléphones et on va se pendre encore une fois. Mais là, on est tous très positifs. On repart pour, voilà, c'est très bien. Non, mais c'est sympa aussi de se déconnecter, de prendre un peu de recul et de se dire qu'attends, peut-être que on s'est toujours dit ça et hold the door, quoi. C'est le terme, quoi. Hold door, comme ils disent dans. N'oublions pas que nous faisons partie des chanceux qui ont de l'argent en bourse à perdre.
Ouais. Mais essayons d'en gagner. Tant qu'à faire, ce serait mieux. Mais tu as raison. Merci à tous les deux. Merci. Je mets évidemment tous les liens partout. Et bravo Grégory de t'être lancé quand même. Moi, je suis très sensible à l'entrepreneuriat. Ouais, bravo. Voilà. Merci. Sans diminuer tout ce que tu fais, Nicolas. Je viens de te dire tout le bien que je pensais. Chapeau. Mais c'est une belle aventure. En tant que journaliste, c'est pas forcément évident de créer un nouveau média. C'est dans un contexte compliqué, quoi. Mais je trouve que voilà, il y a plein de choses à raconter, notamment quand quand c'est un secteur émergent, compliqué à appréhender. Je trouve que le métier de journaliste a vraiment du sens pour apporter des informations claires, vérifiées, sans compromis et de façon indépendante, parce que nos seuls revenus proviennent de nos lecteurs. Et ça compte beaucoup. Ouais, tu n'étais pas rémunéré par cette application que tu as citée tout à l'heure. Non, pas du tout. Très clair. Et voilà. Moi, je dis juste une chose. Dans ce genre d'univers, quand on est dans de l'apprentissage, une newsletter, un média, même les Échos ou le Parisien pour ceux qui... mais juste dépenser là-dedans, c'est pas une dépense, c'est vraiment de l'invest. Donc n'oubliez pas qu'on parle de savoir, les livres, juste les livres. Moi, j'ai pris cette décision il y a quelques années déjà. Quand ma fille me demande un livre, je lui offre, quoi. Et c'est même pas un sujet. Je pense que donc voilà, vous posez pas trop de questions si vous n'êtes pas dans cette aussi, si vous avez les moyens en tout cas d'investir. Et puis vous pouvez arrêter parce que The Big Whale notamment, c'est sans engagement. À la limite, je vous dirais, tous ceux qui sont avec engagement, fuyez-les parce que ça veut dire qu'ils sont pas suffisamment sereins de leur base et de leur contenu. Mais tous ceux qui sont sans engagement, allez-y, testez et puis désengagez-vous si vous les lisez pas. C'est aussi simple que ça. On y va. T'as vu, je fais bien la promo. Très bien. Bon. Et je ne suis pas actionnaire non plus. Je ne fais pas d'argent. Je te ferai quand même un petit chèque. Non. Je me ferai un compte gratuit. Allez, à plus tout le monde. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ciao. Salut. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.